Je pense qu'on peut commencer maintenant. Alors, bienvenue à tous au dévoilement de l'étude Wow des légers, le palmarès des meilleurs détaillants au Québec pour 2022, qui souligne lesquels offrent la meilleure expérience en magasin, selon 12 000 répondants au Québec. Je suis Michel Rochette, je suis le président pour le Québec du Conseil canadien du commerce de détail. Notre organisation, parmi ses nombreuses missions, veille notamment à l'amélioration des pratiques et à la reconnaissance des efforts qui sont effectués par les commerçants partout au pays afin de s'adapter à l'évolution non seulement des sociétés, mais également aux besoins des consommateurs qui évoluent constamment. Donc, vous comprenez notre fierté d'être à nouveau partenaire de Léger pour le travail colossal qu'ils effectuent année après année, car on est maintenant rendu à la 13e édition de ce sondage annuel. Avant de donner la parole à nos conférenciers, je vous invite à participer activement à l'événement en posant des questions en utilisant le bouton questions-réponses au bas de l'écran. Et sans plus attendre, je vous présente Hélène Crépin, qui est vice-présidente de consommation chez Léger, qui est responsable de l'étudoir, et Christian Bourg, qui est vice-président exécutif au bureau de Montréal chez Léger. Alors, Hélène et Christian, à vous la parole. Merci, Michel. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Je pense, ça fait combien d'années maintenant qu'on dévoile ces résultats-là en collaboration avec le Conseil canadien du commerce de détail? Donc, c'est un plaisir renouvelé d'être là ensemble ce matin. Je vous présente très rapidement qu'est-ce que c'est un peu l'étude Wow pour ceux qui sont peut-être moins familiers. En fait, c'est une vaste enquête qui nous permet de comparer des détaillants parmi leurs secteurs d'activité ou parmi leurs principaux compétiteurs, mais aussi les comparer à travers le temps. Comme Michel le mentionnait, c'est la 13e année qu'on fait l'étude Wow au Québec et on parle à un échantillon représentatif d'à peu près 12 000 personnes de 15 ans et plus. Et on leur demande en début de sondage, parmi tous les détaillants qui sont sur la page devant eux, lesquels est-ce qu'ils ont visité au cours des dernières semaines. Par la suite, nous, on choisit aléatoirement 4 magasins que ces personnes-là vont évaluer en détail sur plus de 26 variables spécifiques de la qualité de leur expérience en magasin. Et c'est à partir de ces variables-là qu'on va construire l'indice Wow, que vous allez voir là, dans quelques instants, ce qui nous permet d'avoir un échantillon représentatif d'environ 400 personnes qui ont visité votre magasin au cours des dernières semaines. Il y en a qui c'était des habitués, d'autres qui y allaient peut-être pour la première fois. C'est un peu comme si on prenait, on interrogeait au hasard 400 personnes qui sortaient de votre magasin. C'est un peu ce que souhaite faire le Wow. La collecte de données se fait toujours à la même période de l'année. Donc, dans ce cas-ci, du 20 septembre au début novembre, au 10 novembre. Et on évalue 203 détaillants dans différents secteurs d'activité du commerce de détail. On sait le commerce de détail, c'est une industrie très importante au Québec comme au Canada d'ailleurs. Donc, ça nous fait plaisir de permettre aux détaillants de se comparer entre eux, entre elles, mais aussi de se comparer à travers le temps. On va maintenant aller à la prochaine page. Quand on fait l'étude Wow à chaque année, il y a toujours 2 volets à l'étude Wow. Il y a l'étude qui nous permet, encore une fois, de regarder ou de comparer les résultats des 203 détaillants sur un nombre important de variables, comme on mentionnait tantôt, mais on a toujours un dossier spécial. Cette année, vous le comprendrez, avec ce qu'on connaît au niveau pénurie de main-d'œuvre dans différents secteurs d'activité et certainement aussi dans le commerce de détail, ce qu'on voulait faire, c'est justement d'aller voir du point de vue du consommateur, du client, comment est-ce qu'il vit cette pénurie de main-d'œuvre-là dans le commerce des détails. Et je vais laisser Hélène donc vous présenter les principaux résultats et vous allez voir, il y aura là-dedans certainement des surprises pour vous tous. Parfait, merci Christian. Donc oui, donc on a décidé cette année d'ajouter un dossier spécial sur la pénurie de main-d'œuvre car c'est une préoccupation importante des détaillants. On reçoit beaucoup de questions de nos clients à ce sujet-là. On en entend parler beaucoup aussi dans les médias. On voit des dizaines et des dizaines d'annonces d'embauche passer chaque jour sur le web, dans les vitrines de magasins, même directement sur les murs extérieurs des usines. Donc, chacun essaie d'être le plus innovant possible, le plus attrayant possible aussi pour attirer des employés. On entend aussi, surtout récemment, des conversations, des fois des anecdotes, de l'impact négatif en fait de la pénurie de main-d'œuvre, soit dans le secteur aérien ou encore l'attente, là, souvent au service à la clientèle, au téléphone, des choses comme ça. Donc, on entend souvent ces commentaires-là. Donc, la population québécoise, elle est au courant que ce contexte-là. 93 des Québécois âgés de 15 ans et plus nous ont dit oui, qu'ils avaient entendu parler de la pénurie de main-d'œuvre au Québec. Alors, les détaillants sont préoccupés, on le sent, on le voit, mais comme disait Christian, on s'est intéressé cette année à voir comment le consommateur vit la pénurie de main-d'œuvre lorsqu'il magasine, est-ce qu'il l'observe et surtout, est-ce que ça a un impact
négatif ou même positif sur son expérience des magasinages. Et effectivement, on a des résultats surprenants à vous présenter aujourd'hui. Donc, premier résultat, en fait, on voit ici que 14 des répondants à l'étude WOW nous disent avoir observé, vécu ou ressenti l'impact de la pénurie de main-d'œuvre sur leur expérience de magasinage. Et sur ce 14 %-là, 2 nous disent que c'est un impact qui est positif, 6 négatif et un autre 6 que c'est ni positif ni négatif. Donc, c'est des gens, par exemple, qui disent: ah oui, j'ai vu, il y avait quelqu'un à la caisse qui avait l'air bien jeune ou encore quelqu'un à la retraite, tout ça. Donc, on observe ça, mais bon, c'est correct. La personne est très professionnelle, compétente, il n'y a aucun problème. Ou j'ai vu donc, dans les étalages qu'il manquait des produits, mais je n'avais pas vraiment besoin de ces produits-là. Donc, ça n'a pas vraiment d'impact sur mon expérience de magasinage. Donc, 6 ici d'impact négatif, c'est très bas. Moi, j'ai été très surprise, en fait, de voir ce chiffre-là, 6 Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les détaillants ont fait un excellent travail. Ils se sont retroussés les manches, ont trouvé des solutions pour que tout se passe bien en magasin et maintenir un niveau de service qui est acceptable chez les consommateurs. Donc, bravo ici pour ce premier résultat. Mais c'est quand même curieux ici de voir 2 d'impact positif. Donc, on a creusé en fait les différents verbatims des gens dans l'étude WOW et on s'aperçoit en fait que oui, ça peut avoir un impact positif, la pénurie de main-d'œuvre. Et un des impacts positifs, c'est que les employés avec plus d'ancienneté, les plus enthousiastes, les plus heureux, les plus compétents, souvent, c'est ceux qui vont rester dans les magasins. On a eu des commentaires du type, ben, c'est même le propriétaire qui me sert. Donc, donc, il y avait un impact positif à tout ça. L'autre impact, c'est le magasinage sans pression. Donc, je pense que c'est peut-être plus des hommes qui nous ont répondu ça, mais bon, de ne pas se sentir observé, pas sentir qu'on est suivi ou dès qu'on touche à quelque chose, on le replace et tout ça. Donc, bon, donc ça a été des commentaires qui nous ont été dits. Donc, j'ai pu magasiner sans pression. Et peut-être qu'on pourrait se poser la question, est-ce qu'il y a peut-être trop d'employés sur le plancher? Ça, c'est une hypothèse ici. Ensuite, autre élément positif, certains nous ont dit qu'on sentait plus d'esprit d'équipe, une solidification aussi des équipes. On sent plus que les gens sont ensemble, ils s'encouragent aussi. Peut-être aussi que les gens le vivent aussi dans leur secteur, la pénurie. Donc, ils sentent que peut-être qu'ils font partie plus on s'entraide. Autre point, l'ajout de caisse libre-service, c'est un autre élément aussi qui est sorti dans les commentaires positifs. On parle notamment bon, les caisses libre-service comme on les connaît, mais également les caisses du type comme chez Decathlon, Uniqlo, par exemple, avec l'œil donc on a juste à passer nos objets dans le panier et tout ce calcul automatiquement. Donc, ça a été nommé comme des wow là, comme expérience. Et sinon, la réservation aussi de rendez-vous, pas dans tous les secteurs. On le voit surtout dans le secteur de la lunetterie électronique ou même en télécommunication, où là, vraiment, il y a un employé dédié là, qui est là pour moi, qui m'attend, et puis on peut poser toutes nos questions pendant ce temps-là. Donc, voici les impacts positifs. Par contre, au niveau des impacts négatifs, donc on revient ici avec notre 6 de gens qui nous ont mentionné des impacts négatifs et le principal impact, c'est vraiment l'attente aux caisses. Donc, les files d'attente, mais également les caisses fermées en période d'achalandage. Donc, c'est l'autre élément aussi qui a été mentionné beaucoup dans les verbatims. Pratiquement un verbatim sur deux là, nous parle du temps d'attente aux caisses. Ensuite, on a aussi pas d'employés pour servir aux conseillers, donc on ne trouve pas personne pour m'offrir du service. C'est pire dans les secteurs où on a besoin de parler à quelqu'un, où on ne peut pas être complètement autonome dans notre magasinage. Si on parle, par exemple, d'une boulangerie, on ne peut pas prendre notre des fois, le pain n'est pas disponible, il faut demander à quelqu'un d'aller me le chercher. Ou dans la quincaillerie, à la peinture, il faut qu'il y ait un employé qui m'aide. Donc, ça, c'est dans les secteurs où ça a été davantage vécu comme étant négatif. Sinon, on a aussi l'absence de produits, étalage vide. Ça a été nommé aussi comme un impact négatif. On a les horaires réduits. On l'a vu surtout par exemple, c'est fermé durant la nuit pour certains dépanneurs, des choses comme ça. Donc, ça a été mentionné. Limite d'achalandage aussi. Donc, on se revoit un peu comme durant la pandémie où on attend dehors, là, en file d'attente.
On a vu aussi employés fatigués, irritables et le désordre dans les allées où on voit des boîtes de produits qui n'ont pas été disposées dans les étalages. Donc, voici les différents impacts qui ont été nommés plus régulièrement dans les verbatims. Mais sachez également que l'impact négatif, il est observé davantage chez les plus jeunes, les 15-34 ans, et également les hommes qui semblent avoir vécu plus difficilement, en fait, l'impact de la pénurie. Ensuite, notre 6 en fait, il varie par secteur d'activité. Dans l'étude WOW personnalisée, on a les résultats par détaillant. Donc, on a tous ces résultats-là personnalisés par détaillant, mais ce qu'on présente ici, c'est plus le secteur, donc de façon générale. Et il y a des secteurs qui ont souffert plus que d'autres des impacts négatifs de la pénurie de main-d'œuvre. On parle ici de la quincaillerie. Notamment où c'était déjà quand même difficile c'est un irritant quand même, où on a de la difficulté à trouver quelqu'un. Souvent dans les quincailleries, c'est un irritant, donc c'est pire durant la pénurie. Et surtout qu'il y a certains produits qu'on ne peut pas acheter de façon autonome, là, qu'on doit avoir du service. Donc, ça a été davantage véhiculé ici avec 9,4 d'impact négatif. Vêtements unisexes aussi, donc on parle ici des Zara, des H&M, ce type de magasin-là, souvent c'est l'attente aux caisses, des files d'attente beaucoup plus longues. On parle d'épicerie également en troisième, donc également aussi pour les files d'attente aussi, ou encore des ruptures de stock, des choses comme ça. Télécommunications aussi, donc souvent on ne peut pas être 100% autonome non plus dans ce secteur-là, donc on doit attendre d'avoir du service, d'être... donc, ça a eu un impact ici beaucoup plus fort. Et boulangerie et pâtisserie aussi, où souvent on ne peut pas être autonome également dans son magasinage. Donc, peut-être avantage d'avoir peut-être plus de libre-service dans ces secteurs-là. Et ce qu'on voit notamment, si on avait regardé un peu ce qu'ils ont en commun, là, donc où c'est plus difficile, c'est souvent où le taux de conversion est élevé. Donc, il y a beaucoup plus de monde aux caisses, achalandage élevé, fréquence de visite élevée. C'est sûr que si on observe la pénurie de main-d'œuvre chaque jour ou chaque semaine, ça devient beaucoup plus un irritant que si c'est une exception où on va dans un magasin une fois par mois, une fois aux 3 mois. Donc, c'est un point commun des secteurs où l'impact est le plus observé. Sinon, besoin de services, ne pas être autonome, difficulté à trouver un employé, et ce, même avant la pénurie, donc durant la pandémie. Là, on parle par exemple des quincailleries où c'est peut-être plus difficile de trouver quelqu'un lorsqu'on en a besoin. Ensuite, oui, 6 c'est quand même faible, mais sachez qu'en plus, pour plus de la moitié, l'impact négatif ressenti sur leur expérience de magasinage est jugé acceptable dans le contexte actuel. Donc, oui, 6 mais sur ce 6 %-là, plus de la moitié dit, ben oui, c'est négatif, mais je l'accepte. Je le comprends. C'est bien correct. Oui, je vais attendre à la caisse plus qu'avant, mais c'est correct. On est en pénurie de main-d'œuvre. C'est accepté. Donc, encore là, c'est très positif, en fait, comme résultat. Et pourquoi les gens trouvent ça acceptable? De vivre, en fait, cet impact de la pénurie de main-d'œuvre? Tout d'abord, en fait, la flexibilité des horaires. Donc, les horaires de travail, pour plusieurs, ont changé. Il y a plus de flexibilité. Il y a le télétravail, tout ça. Donc, on s'arrange, en fait, pour peut-être aller dans les boutiques à des moments où c'est moins achalandé. Puis même, personnellement, des fois, je me sens coupable de dire pourquoi je suis allée samedi à 5 heures à l'épicerie, j'aurais dû y aller à l'heure du dîner ou à un autre moment. Donc, ce n'est pas la faute du détaillant, c'est ma faute que je peux aller au bon moment. Donc, ça, c'est des changements et c'est dans les façons de voir. Il y a aussi une meilleure répartition d'achalandage aussi en lien avec le télétravail. Aussi le pré-magasinage. Donc, de plus en plus, on sait exactement ce qu'on cherche. On va en ligne, on va voir où il y a où est si c'est en stock. On sait exactement quasiment notre parcours en magasin, donc ça se fait beaucoup plus rapidement. Donc, on n'a pas nécessairement besoin de parler à quelqu'un parce qu'on a déjà fait du pré-magasinage avant. Achat en ligne et aussi, donc c'est une façon également aussi qui a un impact positif de dire, peut-être au lieu d'aller en magasin, je vais acheter en ligne. Donc, ça devient un peu plus acceptable si je vais en magasin. Et si j'attends un peu plus, c'est ça. Encore une fois, on sent peut-être, on se dit, c'est de ma faute, j'aurais dû y aller l'acheter en ligne, par exemple. Sinon, on a aussi de l'empathie, donc on compatit avec aussi les employés, de dire on comprend, c'est le contexte, donc on accepte et tout ça. Et dernier point aussi, l'enthousiasme. C'est sûr qu'on a vécu 2 années difficiles avec la pénurie, avec la pandémie.
Donc, on devait porter des masques, on devait attendre, il y avait des boutiques fermées, il y avait des flèches à terre, des choses comme ça. Fait qu'on se dit, ben, regarde, c'est pas pire si je dois attendre un peu plus à la caisse. C'est bien moins pire que c'était avant. Donc, voilà aussi les raisons qui expliquent cette acceptabilité-là. Sinon, on s'est intéressé également aux solutions à la pénurie de main-d'œuvre dans l'étude WARD. Donc, encore une fois, ces résultats-là sont présentés par détaillant dans l'étude. Mais là, ici, on les regarde plus au niveau globalement. En fait, les 3 solutions qui ont été mentionnées par les répondants de l'étude, qui nous disent, bon, ça pourrait être une bonne solution à la pénurie de main-d'œuvre, c'est ajouter des caisses libre-service qui arrive numéro 1. Ensuite, on a recruté des employés sans expérience, surtout une solution dans le secteur des épiceries, dépanneurs, boutiques de vêtements. On a l'habitude aussi d'avoir des gens un peu plus jeunes. Donc, souvent, c'est une solution qui est mentionnée par les répondants. Réduire les heures d'ouverture aussi à 10 sinon, c'est des solutions liées, bon, site web, avoir un meilleur site web transactionnel, avoir un meilleur service de livraison des achats, pouvoir précommander ou réserver des produits, ajouter de l'affichage informatif aussi pour être plus autonome dans son magasinage, des magasins connectés, sinon faciliter les retours de marchandises, prendre rendez-vous avant de se déplacer. Encore une fois, bon, on parle juste de 4 mais c'est plus élevé dans certains secteurs ou pour certains détaillants. Pouvoir réserver sa plage horaire et augmenter légèrement ses prix pour offrir de meilleures conditions salariales. 4 ici, donc pas très populaire comme solution. Mais sachez aussi que presque la moitié des répondants nous disent ben, il n'y en a pas vraiment de solution ou, regarde, il n'y en a pas besoin d'apporter des solutions, c'est bien correct, c'est pas si grave que ça, l'impact que j'ai observé, moi, dans mon magasinage. Finalement, j'aimerais terminer par une dernière diapositive dans l'étude WARD où on présente les irritants en magasin. C'est une section importante de l'étude où on présente les irritants par détaillant et par secteur. Et ce qu'on retrouve en fait cette année, le principal irritant qui n'est pas nécessairement lié à la pénurie de main-d'œuvre, c'est la hausse des prix en général. Donc, c'est l'irritant numéro 1 cette année, tout secteur confondu. C'est sûr qu'il y a des secteurs pires que d'autres. Je dirais que ce chiffre-là, 9 il est nettement plus élevé dans le secteur des épiceries, notamment. Donc, c'est sûr qu'on n'aime pas la hausse des prix en général, mais c'est aussi qu'on ne comprend pas comment on peut demander aux consommateurs de payer plus, mais en offrant moins de services. Donc, c'est cette équation-là qu'on comprend mal, donc on est encore plus frustré de ça. Donc, c'est ce que je voulais dire en fait ici pour l'irritant principal. Donc, avant de laisser la parole à Christian, je vais juste résumer en fait que donc un impact limité de la pénurie de main-d'œuvre sur l'expérience en magasinage et le principal enjeu, c'est vraiment l'attente aux caisses. Et donc, de permettre d'être plus autonome en magasin. Donc, le libre-service pourrait être une façon de pallier à ça. Mais il faut retenir aussi que la hausse des prix est nettement plus un irritant que d'attente aux caisses. Donc, voilà. Donc, je vais laisser maintenant Christian poursuivre. Merci. Je trouve ça fascinant, ces résultats-là. Premièrement, pour les détaillants qui nous écoutent, ouf! On a traversé, vous avez traversé une période qui était difficile à tous les points de vue et de vivre avec cette pénurie de main-d'œuvre-là, ça vous a causé des casse-têtes et ça vous en cause encore. Mais du point de vue du consommateur, on est au courant de la situation, on l'accepte pour la grande majorité d'entre eux, d'entre elles, et l'impact vraiment négatif de personnes qui pourraient avoir quitté votre magasin en disant « je ne reviendrai plus chez parce que », ben, c'est à peu près nul comme effet. Donc, on peut respirer un peu mieux, même s'il faut encore travailler sur cette dimension-là de notre offre de service parce que cette pénurie-là va continuer malheureusement au cours des années à venir. On va se tourner maintenant vers la portion plus palmarès, c'est-à-dire de dévoiler qui, dans son secteur d'activité, s'en est le mieux sorti cette année. Et ce qui est intéressant, quand on regarde comment est composé l'indice WOW sur les 3 dernières années, donc les 2 années officiellement de pandémie, même si on est toujours officiellement en pandémie, là, on regardera à la fin 2022 ce que ça veut dire, mais la première année avait été un petit peu plus difficile. Il y avait beaucoup de ruptures de stock. La chaîne d'approvisionnement était aussi un casse-tête que vous viviez en même temps, en plus des restrictions qu'il y avait sur l'ouverture et l'ensemble des règles sanitaires là, qui s'imposaient aux détaillants. Durant la 2e année, en 2021, quand il y a eu réouverture graduelle,
dans le commerce de détail. On a vu les scores qui avaient été plus bas en première année de pandémie ont remonté en 2021 et continuent à remonter pour, je dirais, une bonne proportion de détaillants en 2022. Donc, on se replace, si on veut, en termes de scores globaux. On va le voir dans quelques instants de façon plus détaillée au niveau de l'indice WOW. Donc, les indicateurs sont relativement positifs, sauf pour certains secteurs en particulier. Mais revenons à l'indice WOW juste auparavant. Désolé, Hélène. Les variables qui vont faire partie du score que vous allez voir dans quelques instants, c'est les 5 premières dimensions que vous voyez à l'écran. Donc, 3 variables ont trait à l'offre de produits, qualité, variété et la possibilité de faire de la découverte de nouveaux produits en magasin. La dimension des prix, donc il y a la compétitivité des prix comparativement à ces compétiteurs. Et ensuite, les activités promotionnelles. Par la suite, il y a 5 dimensions qui sont liées aux services en magasin, courtoisie, compétence, disponibilité, efficacité aux caisses et importance accordée aux clients. Si les scores liés à la pénurie de main-d'œuvre avaient vraiment fait mal, si cette pénurie-là avait vraiment heurté les détaillants, bien, ces 5 variables-là auraient plombé le résultat de l'indice WOW des détaillants, ce qui n'est pas le cas, encore une fois. C'est un peu plus qu'une autre preuve que la pénurie n'a pas eu tant d'impact que ça du point de vue du consommateur. Ensuite, 4 variables reliées à l'ambiance, l'aménagement, la signalisation et l'affichage en magasin. Ensuite, 2 qui ont trait à la personnalisation. Le sentiment d'appartenance, qui est la variable la plus importante. Quand on regarde l'impact relatif de chacune de ces variables-là sur la satisfaction globale et l'intention de revisiter un magasin, c'est la variable « ce magasin a été conçu pour moi, pour une personne comme moi », demeure toujours la variable la plus importante. Et aussi les mesures de fidélisation qui sont là. Il y a d'autres dimensions qui sont mesurées que vous voyez complètement à droite de votre écran, mais ces dimensions-là ne font pas partie de l'indice WOW en tant que tel. On peut toujours se comparer avec l'ensemble des joueurs de son secteur d'activité sur ces variables-là, mais elles ne font pas partie du score sur 100, qui est l'indice WOW qu'on vous présente maintenant pour l'ensemble des détaillants et les secteurs d'activité qui font partie de l'étude. Globalement, donc, il y a 49 détaillants qui sont en hausse comparativement à l'année dernière. Puis on le sait, les scores de 2021 étaient supérieurs aux scores de 2020 pour la majorité des détaillants. 83 détaillants sont stables comparativement aux résultats de l'année dernière et 37 détaillants sont en baisse. La grande majorité des détaillants qui sont en baisse sont tous ceux qui touchent à l'alimentation. Donc, soit l'épicerie, soit le vrac sont les secteurs qui sont les plus touchés. Encore une fois, c'est un peu une façon de voir que le contexte inflationniste que l'on connaît depuis la dernière année fait mal aux consommateurs, mais fait mal encore plus au niveau de l'alimentaire. On le sait, après le logement, c'est un poste de dépense majeur pour les foyers québécois et c'est là que cet effet-là est le plus ressenti et c'est là où ça a un impact plus important sur les résultats de l'indice WOW. Si on poursuit maintenant, allons-y avec nos champions. C'est-à-dire qu'il y a 14 détaillants cette année qui réussissent à avoir un score de l'indice WOW de 90 sur 100 et plus, donc qui atteignent véritablement le sommet au niveau de l'expérience en magasin. Et on va les regarder un par un. Ces détaillants-là ont une histoire unique à raconter. Donc, prenons quelques instants pour les regarder. Roulement de tambour, s'il y avait des effets sonores dans Zoom. Allons-y avec notre 14e place sur 203, c'est quand même pas rien. Chocolat Favori. Chocolat Favori, c'est la 7e fois qu'elle se retrouve parmi les détaillants qui font partie de ce club élite-là, des scores de 90 et plus dans leur secteur d'activité. Au niveau de l'offre de produits, de l'accueil, de l'ambiance en magasin et aussi de l'attrait de ces boutiques, Chocolat Favori est parmi ceux qui scorent le mieux sur les 203 détaillants qui sont mesurés dans l'indice WOW. Bravo à eux avec un score global de 90,2 pour Chocolat Favori. Par la suite, en 13e place, on a Pitou Minou et Compagnon avec un score de 91,6. Dans le top 20 depuis 2020, Pitou Minou et Compagnon, mais pour la première fois parmi le club élite des scores de 90 et plus avec un score global de 91,6. C'est véritablement l'accueil chaleureux. Donc, cette dimension-là de l'accueil en termes de service est un élément sur lequel Pitou Minou et Compagnon se distinguent. Et dans les verbatims, ce que l'on disait, et ça va pour les animaleries en général, mais l'accueil chaleureux du maître et de son animal aussi en magasin. En 12e place,
Loche est un habitué, c'est la 9e fois sur 13 ans que Loche se retrouve parmi, encore une fois, le club élite des scores de 90 et plus avec 91,9. Là où Loche est véritablement une référence sur nos 203 détaillants, c'est au niveau du service, de la variété des produits et aussi de la découverte. On le sait, on s'est beaucoup attardé chez Loche à une forme de gamification de l'expérience en magasin. On peut toucher les produits, les sentir, les goûter aussi pour certains d'entre eux. Donc, tout cet aspect-là, encore une fois, de la découverte, permet à Loche de se retrouver parmi les meilleurs détaillants année après année. En 11e place, pour la 2e année consécutive, on a Popeyes qui se retrouve avec un score global quand même assez enviable de 92 sur 100. Popeyes, là où il se distingue, c'est la question du sentiment d'appartenance. Donc, cette variable-là, ce magasin est fait pour quelqu'un comme moi, est véritablement une variable sur laquelle Popeyes se distingue et aussi sur la fidélisation, donc les mesures de fidélisation. On l'avait vu dans notre dossier spécial de l'année dernière, Hélène, que tu nous avais présenté sur l'expérience humaine, tout ce qui est la dimension de HX maintenant, de plus en plus populaire, le Human Experience. Popeyes aussi se distinguait sur le fait que du sentiment de proximité entre les employés et le client et aussi du fait que les employés semblaient heureux d'y travailler, semblaient passionnés par leurs produits. Donc, c'est probablement une dimension, encore une fois, qui indirectement vient jouer sur l'indice WOW de Popeyes aussi cette année. En 10e place maintenant, avec un score de 92,1, Lego. Lego se distingue au niveau de l'ambiance en magasin et aussi de l'autonomie de magasinage. On le sait, Lego a misé aussi sur tout ce qui est réalité virtuelle, où on peut regarder, par exemple, vous allez passer votre boîte et vous allez pouvoir voir une démonstration de comment il se monte à l'écran. Donc, tous ces aspects-là qui permettent de magasiner soi-même, d'avoir une expérience aussi, encore une fois, divertissante en magasin, permet à Lego de se retrouver parmi nos meilleurs détaillants. C'est la première fois qu'on le voit accéder là, au club select des 90 et plus. Ensuite, on a Bath Body Works. Ben là, pour Bath Body Works, c'est un habitué. C'est sa 10e fois sur 13 ans parmi nos meilleurs détaillants. Un peu comme Loche, un peu sur les mêmes dimensions, variété, ambiance, découverte. Aussi, Bath Body Works se retrouve parmi les meilleurs détaillants. Il y a aussi la notion de promotion, de l'offre promotionnelle aussi qui est très forte chez Bath Body Works. Donc, félicitations à eux de se retrouver aussi dans ce club select-là en 9e place. En 8e, maintenant, on a Doyle. Donc, c'est la seule lunetterie qui, elles sont relativement bien classées en général, la lunetterie, mais c'est la seule qui réussit à se retrouver parmi le club select des 90 et plus avec un 92,3. Et quand on regarde au niveau de Doyle, plus spécifiquement, on parle beaucoup, là où ses notes sont les plus fortes, que le plus fort impact sur son indice global, c'est au niveau de l'accueil, de la compétence de ses employés, du niveau de service, de l'importance accordée aux clients. Donc, toutes les dimensions reliées au service, c'est là où Doyle va se distinguer particulièrement là, parmi l'ensemble de nos 203 détaillants. En 7e place, on a maintenant la SAQ. La SAQ qui se retrouve avec un score de 92,4 globalement. Bon, la SAQ, il y a la qualité de la signalisation en magasin, le service conseil, dans toutes les dimensions qui sont reliées au service direct accordé aux clients. Mais ce qui distingue véritablement la SAQ, c'est véritablement tout l'écosystème Inspire qui a un impact direct sur l'expérience en magasin, mais aussi l'expérience avec la SAQ qu'on va avoir à l'extérieur du magasin. Donc, tout cet aspect-là d'omnicanal où Inspire est un peu le lien entre le client, le produit et la SAQ. C'est véritablement quelque chose d'unique. Juste pour vous donner un point de comparaison, si la SAQ est 7e au Québec avec un score de 92,4, la LCBO en Ontario est au 153e rang. Donc, véritablement, il y a quelque chose dans ce que la SAQ est capable de livrer comme expérience globale et omnicanale à ses clients, qui véritablement là, est quelque chose d'unique.
En 6e place, on retrouve Mondou. Mondou, maintenant, c'est sa 6e fois qu'elle se retrouve parmi les meilleures. Un peu comme Pitou-Minou et compagnon, toute la dimension de l'accueil chaleureux. Et on retrouve aussi au niveau de la disponibilité de ses employés, ce qui n'est pas évident dans le cadre de la pénurie de main-d'œuvre qu'on connaît. Et beaucoup son programme de fidélisation aussi, là, elle obtient parmi les meilleures notes sur l'ensemble des 203 détaillants sur son programme de fidélisation en particulier. Donc, félicitations encore une fois à Mondou. C'est sa 6e fois et je pense que c'est pratiquement 6 années d'affilée, là, si ma mémoire est bonne aussi, qu'elle se retrouve dans ce club très sélect des meilleurs détaillants. En 5e place, on a Claire France avec un score de 93,3. Au niveau de Claire France, c'est maintenant sa 5e fois qu'elle se démarque. La qualité du service, mais surtout, encore une fois, là où elle figure parmi les meilleures sur les 203 détaillants, c'est encore une fois sur le sentiment d'appartenance. L'impression que ce magasin-là a été conçu pour un client comme moi, encore une fois, distingue le Claire France parmi l'ensemble des détaillants. En 4e place, on retrouve Nespresso. Nespresso qui est devenu un habitué, c'est sa 7e fois parmi nos meilleurs détaillants avec un score global de 93,4. Qualité du produit, se positionne très bien aussi au niveau du rapport qualité-prix, même si ce n'est pas le produit le moins cher sur le marché. Mais encore une fois, l'aspect de la distinction au niveau de la qualité permet à Nespresso de se retrouver parmi les meilleurs. Les efforts de fidélisation aussi, quand même un bon score pour Nespresso comparativement à l'ensemble des 203 détaillants. Et aussi, l'ambiance en magasin permet à Nespresso de se retrouver parmi les meilleurs. En 3e place maintenant, on dit 3e place, mais ces 14-là, encore une fois, ont des scores exceptionnels. Donc, on ne devrait quasiment pas les placer dans un certain ordre tellement les scores sont élevés. Mais on retrouve pour la première fois, donc encore une fois, nos meilleurs détaillants, il y a des habitués, mais il y a aussi de la nouveauté à chaque année. Avec un score de 94,9, on a Shop Santé. Shop Santé qui est à l'extérieur de la découverte en magasin, de la variété de produits, de l'ambiance, aussi sur les dimensions de service, il se positionne très bien. Mais il faut aussi saluer la façon dont Shop Santé a aussi fait sa mise en marché de façon globale. On joue beaucoup sur l'humour, on propose quelque chose au marché, encore une fois, où entre ce qu'on livre en magasin, ce qu'on livre aussi au niveau de sa présence en ligne. Donc, tout l'aspect omnicanal, au niveau de l'intégration omnicanal, c'est une dimension sur laquelle Shop Santé est parmi les meilleurs au Québec. Puis en plus, le ton de Shop Santé au niveau de l'humour, on le ressent dans l'ensemble de son offre de services. Donc, félicitations pour cette intégration-là. Et les clients récents de Shop Santé saluent l'ensemble de ces efforts-là. En 2e place, Yves Rocher. Yves Rocher, c'est sa 13e fois sur 13 qu'elle se retrouve parmi les meilleurs détaillants, notamment sur l'offre promotionnelle, ses efforts en matière de fidélisation, c'est parmi les meilleurs détaillants. Et ça, à travers le temps, ça ne change pas, encore une fois. Et aussi le sentiment d'appartenance chez Yves Rocher qui est très fort. Donc, encore une fois, félicitations à eux. Réussissent à se maintenir année après année parmi les meilleurs détaillants. Et en première place, Tite Frette. Encore une fois, quand on parle de nouveautés, c'est la première fois qu'on mesure Tite Frette dans l'étude et a un score wow de 97 sur 100. Donc, c'est quand même assez exceptionnel. Certains vont dire, oui, mais c'est un peu injuste. C'est de la bière de microbrasserie. On va là pour se gâter, se faire plaisir. Mais quand même, quand on regarde sur l'ensemble des dimensions qu'on a mesurées, des employés passionnés par leurs produits, qui les connaissent bien. En plus, Tite Frette, elle vend le Québec, ses régions, ses particularités. Donc, tout ça, il y a une espèce de symbiose entre le client et le détaillant qui est assez exceptionnelle aussi au niveau de son offre de service. Et ce qu'on peut dire quand on regarde nos 14 détaillants
en général. Il y a beaucoup de ces détaillants-là où c'est des endroits où on va un peu pour se gâter, que ce soit de Loche en passant par Lego, en passant par Nespresso et Petite Frette aussi, même chose pour la SAQ. Il y a cette dimension-là sur laquelle ces détaillants-là sont capables de jouer, c'est-à-dire que le client y va parce qu'il a une certaine passion pour les produits et on réussit à lui faire vivre cette passion-là en magasin. Donc, félicitations encore une fois à l'ensemble des détaillants qui se retrouvent parmi notre top 14 des scores de 90 et plus, et particulièrement à Petite Frette qui se retrouve en première place aussi, qui est un peu comme Shop Santé aussi, est très, très bon pour jouer sur cette dimension humoristique-là, sur le fait de faire vivre une expérience, encore une fois, où on entre et on sort avec le sourire de ce magasin-là. Maintenant, allons voir par secteur d'activité. Il y en a sur lesquels on ne reviendra pas parce qu'ils ont déjà été, vous allez le voir avec une petite étoile dans le cahier, un peu comme, je ne sais pas si ça se fait encore, mais moi, j'en avais dans mon cahier quand j'étais à la petite école. Donc, alcool et cannabis, encore une fois, Petite Frette et SAQ, parmi les meilleurs, on en a parlé. Le monde des bières arrive quand même 39e, ce qui est très bon. La SQDC, bien, effectivement, il y a le contexte du conflit de travail qui a peut-être aussi eu un impact, ce qui fait que son score est un petit peu moins élevé que les années dernières, mais il y a un contexte particulier. Au niveau des dépanneurs, c'est Voisins qui arrive en première place, beaucoup au niveau de l'offre de produits frais et l'offre de produits aussi dans les breuvages sans alcool en particulier, qui fait que Voisins se positionne très, très, très bien. On voit globalement, les dépanneurs sont un petit peu plus loin dans le ranking. Ce n'est pas parce qu'ils offrent une mauvaise expérience en magasin, mais on ne peut pas leur demander de compétitionner avec la SAQ, avec Nespresso. On n'offre pas le même service aux clients. On n'est pas là pour les mêmes raisons. Donc, encore une fois, entre les secteurs d'activité, toutes les comparaisons ne sont pas nécessairement bonnes à faire parce qu'il y a des réalités qui sont particulières d'un secteur à l'autre. Au niveau de l'épicerie, encore une fois, c'est un secteur où les scores, généralement, sont légèrement en baisse comparativement à l'année dernière, notamment à cause de la dimension du prix et des offres promotionnelles. C'est relié au contexte inflationniste que l'on traverse tous. Mais avril, quand même, en 26e place, ce qui est quand même très élevé aussi, se distingue toujours au niveau notamment de la qualité des produits et de l'ambiance en magasin. Costco, maintenant, a dépassé Métro et IGA. Habituellement, c'est les deux grands de l'épicerie, Métro et IGA, sont toujours très, très près l'une de l'autre, mais là, se font dépasser par Costco. Encore une fois, peut-être la dimension des prix y est pour quelque chose. Ensuite, vous allez voir l'ensemble des autres marchands qui s'y retrouvent. C'est un secteur quand même assez costaud dans l'étude WOW à chaque année. Chez les pharmacies, c'est Family Prix qui arrive en première place. Mais si vous regardez 22e, 23e, 26e place pour les trois premières, c'est quand même très élevé au niveau du classement général. Uniprix, Jean Coutu, 41 et 45. Donc, beaucoup de compétitivité dans ce secteur-là, là, au niveau de la qualité de l'expérience en magasin. Et ce qu'on remarque, encore une fois, c'est que les pharmacies qui sont généralement de plus petite taille s'en sortent un petit peu mieux au niveau de l'indice WOW. Mais encore une fois, c'est relié au fait que la pharmacie n'est pas comparable à l'ensemble des autres secteurs du commerce de détail parce que c'est aussi un service de première ligne dans notre système de santé québécois. Si on poursuit maintenant avec les grands magasins, la maison Simons est en première place dans les grands magasins. Si vous regardez aussi, jeudi, on va dévoiler les résultats pour le numérique, c'est-à-dire l'expérience dans le commerce de détail, mais au niveau numérique. Et que ce soit en magasin ou en ligne, la maison Simons arrive toujours dans le haut du classement. Et je vous dirais, ce n'est pas juste parce qu'elle est bonne au Québec, ses résultats dans le reste du Canada sont aussi impressionnants. Donc, félicitations encore une fois à la maison Simons. Au niveau de l'ameublement, c'est Ameublement Tanguay qui est en première place. Il y a 3 détaillants de Québec sur cette page-là qui arrivent en première place de leur. Il y a toujours un phénomène Québec, peu importe là où on regarde, mais félicitations à Tanguay dans son secteur d'activité aussi. Apple Store arrive première dans le domaine de l'électronique. Canac, encore une fois, première au niveau de la quincaillerie. Énormément très compétitif comme secteur d'activité, encore une fois, mais notamment les efforts de fidélisation et sur la qualité du service, Canac a réussi à se distinguer encore plus que les autres joueurs de son secteur.
Par la suite, Doyle, encore une fois, on l'a mentionné tout à l'heure, arrive premier au niveau de la lunetterie, mais c'est un secteur très compétitif là, entre la 47e position d'Opto-Réseau jusqu'à la 73e de LensCrafters. Tous ces joueurs-là sont à l'intérieur d'un mouchoir de poche. Même l'ensemble des joueurs se retrouvent dans le top 90 des meilleurs détaillants. Dans la beauté, on en a 3 qui se retrouvent parmi nos meilleurs détaillants. Yves Rocher en tête de liste, on le voyait tantôt. Et tous les autres qui suivent, encore une fois, c'est un secteur où on va pour se faire plaisir, pour découvrir de nouveaux produits. Et encore une fois, il faut offrir une expérience en magasin qui est exceptionnelle. Et l'ensemble des joueurs du secteur aussi réussissent à se tailler une place là, dans le top ou autour du top 50 des meilleures expériences clients. Dans le domaine de la chaussure, chez Naturalizer, qui réussit toujours à se distinguer des autres dans son secteur, notamment sur la question, encore une fois, du sentiment d'appartenance, où il se distingue particulièrement des autres joueurs du secteur. Swarovski, dans le domaine de la bijouterie, habituellement toujours en première place de son secteur. Dessert, premier du secteur en termes de culture, art et loisirs récréatifs aussi. Et si on poursuit maintenant dans le domaine des chocolats et des cafés, bien, nos 2 champions que sont Chocolat Favori et Nespresso sont là. Suivent ensuite Laura Socor et la Dipri. Dans les produits naturels, Popeyes et Shop Santé, encore une fois, chacun ont une étoile dans leur cahier. Se retrouvent parmi les meilleurs pour les raisons qu'on a mentionnées tout à l'heure. Au niveau de l'alimentation spécialisée, on a Cool and Simple qui est au 15e rang. On a ensuite les aliments M&M qui, depuis la fin des années 2010, se retrouve maintenant là, habituellement toujours dans notre top 20, 21e cette année, mais avec un score identique à l'année dernière, encore une fois très élevé comme résultat. Et au niveau des boulangeries, c'est le pain dans les voiles qui a le vent dans les voiles, sans mauvais jeu de mots. Donc, il se retrouve en première place de son secteur. Et vous voyez l'ensemble des autres joueurs qui sont aussi qui ont été mesurés. Par la suite, au niveau sport et plein air, MEC arrive en première place, en 33e place. Decathlon suit en 54e, toujours en montée graduelle à travers le temps pour Decathlon qui se retrouve devant Arc'teryx et l'ensemble des autres joueurs du secteur qui ont été mesurés aussi. En télécommunication, avec un bond quand même important de son score comparativement à l'année passée, c'est Koudou qui arrive en première place, suivi de TELUS et Vidéotron dans le top 3 du secteur de la télécommunication. Au niveau des animaleries, Mondou et Pitou Minou et compagnons sont les 2 premiers. On en avait parlé tout à l'heure, se retrouvent parmi notre top 14 avec des scores de 90 et plus. Et on retrouve ensuite les autres joueurs du secteur qui suivent par la suite et Lego au niveau des jeux et des jouets qui arrive en première place de son secteur avec une 10e place sur l'ensemble des 203 détaillants qu'on a sondés. Au niveau des vêtements du côté femmes, Claire France, encore une fois, qu'on le mentionnait, arrive en 5e place. Mais regardez comment c'est compétitif. Marie-France, Le Grenier, Reitmans et Pennington sont toutes dans le top 20 des meilleurs détaillants en termes d'expérience en magasin. Et sont souvent, là, se retrouvent souvent dans cet ordre-là. Donc, félicitations à eux. Dans le vêtement unisexe, c'est Tristan qui est en première place. Encore une fois, cette année aussi, c'était la même chose l'année dernière. Ernest au niveau des vêtements pour hommes et Aéry au niveau de la lingerie est en première place cette année. Donc voilà, ça fait le tour de l'ensemble des résultats, si on veut, pour les meilleurs détaillants par secteur d'activité. Félicitations non pas seulement à notre top 14, eux peut-être en particulier, mais à l'ensemble de nos 203 détaillants. Quand on regarde les résultats qu'Hélène a présentés sur l'impact de la pénurie de main-d'œuvre, il y a certainement plein de choses que nos détaillants ont bien fait cette année pour réussir à livrer une expérience client que les consommateurs québécois jugent encore une fois très positive. Donc, félicitations à l'ensemble du secteur d'activité. Je vais d'ailleurs, juste avant de retourner la parole à Michel, on fait le dévoilement des résultats pour l'Ontario et pour la première fois cette année dans l'histoire du WOW, maintenant pour l'Ouest canadien aussi, y compris les prairies. Ce dévoilement-là va être fait à midi. Vous pouvez toujours vous enregistrer pour le webinaire en anglais qui va être donné plus tard aujourd'hui. Et jeudi matin,
en français et jeudi midi de cette semaine en anglais. Va aussi avoir lieu le webinaire sur l'expérience en ligne, donc l'aspect du wow numérique, où on va retrouver qui sont nos champions, cette fois-ci au niveau de la qualité du service qui est offert sur le numérique. Et il y aura un dossier spécial aussi avec nos collègues de chez RESAC sur la stratégie numérique. Encore une fois, fort intéressant. Donc, c'est un rendez-vous pour ceux qui veulent toujours s'enregistrer à ces 3 webinaires-là avec plaisir. Sinon, je te retourne la parole, Michel. Merci beaucoup, Hélène et Christian. Vraiment très intéressant comme présentation. Quelques questions ont déjà été soulevées dans le chat et j'en ai aussi quelques-unes. Mais de façon générale, je remarque que dans le classement, on remarque que plus des détaillants spécialisés, en fait, plus des détaillants sont spécialisés, plus évidemment ils sont favorisés dans les cotes. Une des questions qui est posée, c'est justement comment des chaînes plus généralistes peuvent faire pour favoriser le sentiment d'appartenance, dans le fond, qui est un peu plus souvent associé au commerce plus spécialisé. Alors, selon vos yeux et selon votre compréhension, qu'est-ce qui devrait être parmi les recettes, la recette qui pourrait aider les plus grands généralistes à grimper dans la liste? Bien, je ne sais pas, Hélène. Moi, la première chose qui me vient en tête, puis tu as raison, Michel, puis c'est une excellente question. Ceux qui ont tendance à se distinguer sont plus spécialisés, sont plus centrés sur ce qui est nécessairement. C'est des commerces de destination. On y va parce qu'on veut aller chercher une catégorie de produits en particulier. Donc, pas évident pour les généralistes d'aller ou de faire ce bout de chemin-là. J'ai l'impression de plus en plus, c'est toute la question des efforts de fidélisation qui vont être faits dans une perspective omnicanal, c'est-à-dire de faire rentrer son client dans notre univers à partir de notre appli sur leur téléphone et que notre présence numérique et en magasin deviennent une seule et même chose. Et probablement l'endroit où les commerces plus généralistes vont être capables d'aller compétitionner avec les magasins plus spécialisés. Cette dimension-là de l'omnicanal, c'est la première chose qui me vient en tête où effectivement, là, on peut avoir une stratégie véritablement beaucoup plus intégrée qui va qu'on devient, on le dit souvent dans le domaine du numérique, une fois que tu as installé l'application sur ton téléphone et que tu y es allé quelques fois, ben, ton degré ou ton intention de revisite augmente de façon exponentielle. Donc, cette intégration-là, selon moi, c'est le nerf de la guerre. Je ne sais pas, Hélène, si tu as d'autres. Oui, je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, je m'en allais aussi avec la personnalisation aussi, donc de réussir avec, soit avec le programme de fidélité ou autre, d'avoir vraiment une approche, une communication plus personnalisée aussi avec ses clients. On va le voir d'ailleurs jeudi là, avec la stratégie numérique, donc comment rejoindre, d'avoir des contenus plus personnalisés, tout ça et ça se fait. On voit que la maison Simons notamment a réussi à bien le faire aussi. Donc, j'abonde dans le même sens que toi. Puis j'imagine qu'il y a un peu des éléments de la réponse que vous venez de donner dans la question qui suit. Puis ça m'intéresse, puis il y a quelques questions là-dessus également. C'est en termes de tendance, parce que là, c'est la 13e édition. Vous avez vu les autres précédentes. Donc, il y a des évolutions. Puis comme dans tout sondage, ce qui est intéressant, c'est de comprendre quelles sont les tendances. Si vous aviez en quelques mots à résumer, comment vous avez vu l'évolution au cours des dernières années, peut-être les évolutions les plus frappantes ou les plus marquantes dans le monde du détail, ça serait quoi en gros? Je ne sais pas, je peux te laisser, Hélène, ça fait 13 ans que tu mènes l'étude. Oui, c'est une grande question au niveau des grandes tendances. Je dirais vraiment, Christian en a parlé déjà, c'est au niveau du human experience, donc tout le sentiment d'appartenance, on voit que c'est de plus en plus important. Donc, on n'est pas juste nécessairement au niveau de la proximité ou avoir des bons prix, des choses comme ça, mais c'est vraiment de créer en fait cette connexion avec ses clients, donc plus le lien émotif, c'est ce qu'on voit à travers le temps aussi, là, que ça devient de plus en plus important. Puis toute la notion d'avoir des employés qui sont heureux, qui partagent leur passion, qui parlent avec enthousiasme aussi des produits. On le voit que c'est de plus en plus important aussi à travers le temps. C'est ce qui fait que les gens vont se distinguer ou ils vont entrer en fait dans le groupe select là, de ceux qui réussissent à créer l'indice WOW. Donc, je pense que c'est une des grandes tendances qu'on voit à travers le temps aussi. Puis je prends la balle au bon parce que justement, l'expérience client, puis la personnalisation, puis l'approche, puis le commerce de thèse, c'est très axé sur l'humain, sur la personne. Je reviens, ça me permet de faire un lien avec les questions qui ont été posées sur la pénurie de main-d'œuvre, où les gens ne semblaient pas tellement affectés, mais en même temps, les principaux irritants, je regarde les 4 premiers irritants, sont en quelque sorte presque directement liés à la pénurie de main-d'œuvre, la hausse des prix, l'absence de
de personnel, le matériel qui n'est pas tout le temps sur les étagères, les attentes aux caisses, c'est vu comme des principaux irritants, mais c'est également, ça découle directement la pénurie de main-d'œuvre. Mais je ne sais pas à quel point les gens, puis selon vous, c'est vous qui avez donc eu la chance de comprendre comment les gens interagissaient sur ces questions-là. Pensez-vous que les gens sont pleinement conscients de l'impact de la pénurie de main-d'œuvre? Parce qu'ils semblent plutôt être plutôt neutres face à la situation. Mais quand on leur demande quels sont vos principaux irritants en magasin, ben, c'est tout ce qui nous empêche en quelque sorte d'avoir une approche personnalisée, donc par absence de personnel. Donc, je me demande comment vous pensez que les gens envisagent réellement la pénurie de main-d'œuvre si on dirait qu'ils ne font pas le lien directement entre ce qui est un irritant et le fait qu'il manque de personnel dans les commerces. Bien, si je peux y aller, bien, Hélène, peut-être que tu t'en allais au même endroit, mais ces 4 principaux irritants-là que tu mentionnes, Michel, avec raison, étaient les 4 mêmes irritants avant la pandémie. Autrement dit, c'est comme si l'attente aux caisses, par exemple, c'était aussi un enjeu avant la pandémie, puis avant la pénurie de main-d'œuvre, que ça l'est aujourd'hui. Autrement dit, cette perception-là n'a pas vraiment changé, malgré le contexte de pénurie de main-d'œuvre. Notre impression, puis Hélène en faisait mention, c'est qu'il y a aussi tout un contexte, c'est-à-dire, je pourrais faire le parallèle avec les restaurants, par exemple. Si un restaurant nous dit « ça va prendre quelques minutes de plus parce qu'il nous manque un serveur ce soir », bien, on dit tous « ah ben OK ». On accepte cette situation-là parce qu'on la vit, puis l'ensemble des secteurs d'activité au Québec vivent cette pénurie de main-d'œuvre-là aussi. Donc, je pense que le consommateur est prêt à accepter un certain cadre où on n'est pas en mesure d'offrir peut-être nécessairement le même standard de service qu'auparavant. Mon impression, c'est que si les employés qui restent, ceux qu'on a, demeurent souriants, empathiques envers le client, continuent à offrir un bon service, les gens sont prêts à accepter un certain contexte où, encore une fois, peut-être qu'ils voient la pénurie de main-d'œuvre, mais ils n'ont pas l'impression d'en subir négativement les conséquences. Donc, je pense qu'il y a une forme d'empathie envers le détaillant qui est présente, mais tout est... cependant, il faut que, effectivement, ceux qui sont là, les employés qui sont toujours là, eux doivent et elles doivent continuer à offrir un niveau de service hors pair. Donc, c'est pas non plus facile. La partie n'est pas gagnée nécessairement. Avec une pression complémentaire, s'ils sont peu nombreux, effectivement. Oui. Peut-être en lien avec ça, puis une question qui est posée ici, qui fait un peu lien vers la présentation qu'on va faire après-demain sur le commerce en ligne. Je pense que le point est intéressant. La question est comment le commerce en ligne affecte la perception ou les attentes du magasinage en magasin chez un même détaillant, selon vous? Bien, je ne sais pas ce que tu en penses, Hélène, mais Hélène avait fait une autre étude aussi qu'on avait repris à différents moments au niveau durant la période de la pandémie. Et là où les habitudes avaient le plus changé, oui, plus de Québécois ont acheté en ligne durant cette période-là, mais ce qui avait le plus changé, c'est les habitudes de pré-magasinage. Mon impression, c'est que si on est capable de bien exécuter toute cette dimension-là, mon impression, puis quand on regarde différents chiffres qu'on obtenait aussi, c'est les gens, l'achalandage dans les magasins a tendance à être un petit peu moins importante, mais la taille du panier a tendance à être en croissance. Donc, tout ce qu'on est capable de faire, encore une fois, pour faire gagner du temps, puis si possible, un peu d'argent. On reviendra sur le contexte des promotions en temps d'inflation, mais si on est capable de lui faire gagner du temps de cette façon-là, effectivement, moi, je pense qu'on peut avoir un impact très positif sur la qualité de notre expérience en ligne et en magasin, encore une fois. Ça dépend toujours des individus, mais moi, je sais que j'irai plus jamais dans une quincaillerie sans avoir vérifié avant si la pièce était disponible en stock. Alors qu'il y a 3 ou 4 ans, je me serais déplacé sans même y penser. Donc, je pense qu'effectivement, si on est capable d'offrir une qualité de pré-magasinage qui est très intéressante pour le client, on va avoir un impact aussi très bénéfique sur sa perception de la qualité du service en magasin ou de l'expérience globale en magasin. Excellent. Il y a 2 questions qui sont très liées, puis c'est une question plus technique, mais je pense que ça vaut la peine de les adresser. C'est comment on détermine, puis c'est plus technique, comment vous déterminez dans le bassin des 203 entreprises, comment on fait pour se qualifier pour être dans les 203? Et quelqu'un demande combien de boutiques ça prend pour pouvoir être dans la liste ou se qualifier ou penser pouvoir se qualifier?
Ça, c'est toute ta gymnastique annuelle, Hélène. Moi, je te laisse C'est aller. ça. Oui, bon, il va vraiment par. On essaie de couvrir, on a un nombre limité, là. Cette année, on avait 203 détaillants, donc on a un nombre limité. Donc, c'est sûr qu'on aimerait ça couvrir l'ensemble des entreprises. On y va vraiment par les principaux joueurs dans chacun des secteurs. Sinon, on y va vraiment aussi avec l'incidence de visite. Donc, c'est sûr que nous, on interroge 12-13 000 personnes. Donc, il faut s'assurer que l'incidence soit suffisamment grande pour avoir un 400 répondants, 400 visiteurs. Donc, habituellement, avec un 3-4 peut-être de gens sur l'ensemble du Québec qui ont visité, soit au cours des 6 derniers mois, dernière année, le magasin, là, on peut se qualifier. Évidemment, on est toujours heureux aussi d'ajouter des joueurs. Donc, si jamais vous souhaitez être évalué, on peut aussi le faire également aussi. Donc, on peut faire la demande aussi pour être évalué. Donc, oui, d'ailleurs, il y en avait ouais, 37 nouveaux, là, je pense, de mémoire cette année. Donc, effectivement, à chaque année, on ajoute, on bonifie cette liste-là. Donc, si vous contactez Hélène directement, on peut certainement vous ajouter à l'étude. Une question qui revient évidemment beaucoup parce que la question des prix, évidemment, est fondamentale dans le monde du détail. Donc là, on a parlé de la pénurie de main-d'œuvre qui, oui, affecte les prix, mais évidemment, l'inflation elle-même, qui est en quelque sorte aussi poussée par la pénurie de main-d'œuvre qui est globalisée. Mais selon vous, l'impact de l'inflation dans le type de réponse que vous recevez, j'aimerais ça vous entendre là-dessus parce que au-delà de la pénurie, les prix eux-mêmes, puis bon, on a vu que c'était généralisé, mais comment, selon vous, c'est perçu par le public? Parce que s'il y a une résilience sur la pénurie de main-d'œuvre, est-ce qu'il y a également une résilience sur la question de l'inflation? Ouais. Celle-là, elle est plus difficile. Je pense qu'on n'a pas encore mesuré l'ampleur de cet impact-là sur la perception que les gens ont des détaillants, mais aussi des manufacturiers qui se retrouvent derrière ces produits-là. Mon impression, c'est que maintenant que les gens reconnaissent que les prix ont augmenté ou que les prix sont plus élevés, ils vont beaucoup se poser la question, mais qu'est-ce que tu vas faire pour m'aider avec ces prix plus élevés-là? Mon impression, c'est que la guerre va se faire beaucoup plus sur la promotion, les prix promotionnels, les offres jumelées, tout ce qu'on peut faire en termes de merchandising pour permettre de dire aux gens que voici comment je t'aide à dealer avec les prix qui sont à la hausse. J'ai l'impression que le consommateur pré-pandémique ou qui rentrait en pandémie était peut-être moins sensible aux promotions qui veulent le devenir à cause du contexte inflationniste. Donc, tant qu'il peut y avoir de l'innovation qui peut se faire au niveau soit du manufacturier ou des détaillants pour offrir des solutions au prix élevé, entre guillemets, par le biais de promotion. Là, je pense qu'il va y avoir une compétition intéressante au cours des mois à venir parce que véritablement, l'aspect promotionnel puis on l'avait vu dans des études qu'on avait fait pour le CETAC notamment, que souvent, le fait de mettre ou non un produit dans son panier était beaucoup plus lié à la promotion offerte qu'au prix de base. Donc, selon moi, ça va devenir la guerre de la promotion cette année. Intéressant. Là, on approche de la fin, évidemment. D'abord, félicitations. Puis là, je partage en disant ça quelques messages et qui ont été plusieurs messages qui mentionnaient félicitations pour le travail colossal que vous menez. C'est immense comme bassin d'informations que vous récoltez puis que vous analysez. Il y a quelques personnes qui demandaient si le webinaire serait accessible en ligne. Effectivement, c'est-à-dire que vous avez noté qu'il est enregistré. Donc, après plus tard aujourd'hui, il y aura un courriel qui sera envoyé à tous les gens qui se sont inscrits pour recevoir donc le lien de la présentation avec un peu plus de communication sur les événements qui ont été présentés aujourd'hui. Pour ma part, je vais vous laisser le mot de la fin, mais d'abord, je réitère à quel point on se sent honorés au Conseil canadien de pouvoir être collaborateur avec vous, de participer avec vous à cette évaluation-là. Ça nous aide beaucoup. Comme vous le savez, le monde du détail est un monde d'évolution, d'adaptation constante. On suit les tendances, on les provoque carrément. Mais pour ça, ça prend de l'information. Et ça, ce que vous avez fourni encore une fois aujourd'hui, c'est une mine d'or d'informations pour tous les détaillants. Alors, merci beaucoup encore une fois. Alors, je vous laisse le mot de la fin avant de terminer ce webinaire. Je ne sais pas qui veut prendre la parole. Non, mais merci en fait aussi de votre intérêt pour l'étude. C'est toujours un plaisir, moi, chaque année de travailler sur ces résultats-là. Donc, j'ai toute une équipe aussi qui travaille avec moi. Là, je ne suis pas tout seul. Donc, on est plusieurs à travailler sur l'étude, à préparer les rapports aussi personnalisés. Donc, on est vraiment là-dedans en ce moment. Donc, effectivement, c'est une mine d'or d'informations. Puis, on est bien, bien content aussi de pouvoir analyser tout ça et pouvoir vous le partager.